Eh bien, bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Merci à Mon Café de nous accueillir pour cette seconde édition des cafés marxistes à Marseille. Et donc, on vous rappelle aussi que la consommation est entre guillemets obligatoire. Pas entre guillemets quand même. Obligatoire, histoire qu'on puisse continuer à faire ce qu'on fait ici. Donc on accueille aujourd'hui l'historienne, professeure émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paris 7 Diderot, Annie Lacroix-Riz, qui est l'autrice de nombreux ouvrages. Je vais en citer quelques-uns: Aux origines du carcan européen, La non-épuration en France de 1943 aux années 1950. On a aussi celui-là, Les élites françaises entre 1940 et 1944. Aussi les origines du plan Marshall, le mythe de l'aide américaine du pré-bail aux accords Bloomberg. Et donc on l'accueille aujourd'hui pour la présentation de la réédition de son ouvrage Le choix de la défaite au format poche, donc qui coûte seulement 13 €. Et donc 90. 13,90 €, que je vous conseille très fortement. Et donc avant de commencer, je vais aussi faire une petite pub pour la revue Étincelle, donc qui est la revue théorique du PRCF. Donc le dernier numéro est sur les mémoires rouges, toutes les mémoires des anciens résistants, des anciens communistes. Et donc c'est un numéro que je vous conseille très fortement. Et donc ensuite, on n'oublie surtout pas le journal Initiative communiste du PRCF, qui traite notamment du contexte actuel des élections européennes, puisque aujourd'hui on va parler de fascisme, et il est important de rappeler que l'Union européenne est le moteur de la fascisation aujourd'hui. On peut prendre en exemple la résolution de 2019 qui a été votée au Parlement européen, qui met sur le même plan les signes nazis qui met sur le même plan nazisme et communisme, puisque l'Union européenne est aussi à l'origine de la casse de tous les services publics, de tous nos acquis sociaux. Tout ça est piloté par la Commission européenne, Commission européenne qui a les mains libres, puisque, pour rappel, le Parlement européen n'a pas de pouvoir, il n'a pas l'initiative de la loi. D'autant que les élections qui arrivent, l'enjeu principal est celui du saut fédéral européen, évidemment de la création d'un État supranational européen, dans lequel tous les États membres, toute la souveraineté des États membres sera dissoute, et dans lequel aussi il y aura la création d'une armée de défense européenne arrivée à l'OTAN. D'autant que, comme le montre très bien Annie aussi dans son ouvrage Aux origines du carcan européen, le projet de l'Union européenne, c'est pas tout neuf, ça date pas d'après la guerre. Ça a été un projet qui a été préparé par la bourgeoisie d'avant-guerre, et bon, elle en parlera mieux que moi. Donc sur ce, je te laisse la parole. Merci. Alors, je dois traiter aujourd'hui du fascisme en France, de ce fascisme dont on nous parle beaucoup, ou pas assez, et de ce fascisme qu'on voit repoussé, en tout cas en parole, par certains, avec des gros titres du genre l'extrême droite non. Bon. Pour dire les choses directement, on ne peut pas évoquer le fascisme, la fascisation, le retour du fascisme aujourd'hui sans faire référence, bien sûr, à la naissance historique du fascisme. Parce que les conditions d'émergence du fascisme sont tellement explicatives de ce qui se produit aujourd'hui qu'il est absolument indispensable d'y revenir. C'est d'autant plus difficile que si à l'époque où le mouvement ouvrier français avait une influence importante sur une fraction de la classe ouvrière, on n'en est plus là, que ce mouvement communiste assurait la formation qui permettait de comprendre ce qu'était le fascisme ou la solution politique
à Poigne, violemment à Poigne, et qu'il était en mesure d'expliquer pourquoi cette solution semblait indispensable au capital financier. Je le disais, ça n'est plus le cas, et plutôt que de pousser des cris d'orfraie sur l'extrême droite, non, mieux vaut revenir aux racines socio-économiques de ce fascisme français. Je le dis parce que il se trouve que j'ai fait une intervention il y a quelques jours auprès d'une organisation syndicale et que j'ai vu distribuer une brochure officielle de la CGT qui portait ce titre très impressionnant, l'extrême droite non, mais qui était entièrement vide de cette analyse socio-économique qui permet seule d'expliquer, au fond, que le fascisme, c'est la guerre contre le salaire, c'est la guerre contre le revenu non monopoliste, et que c'est une solution politique qui s'est imposée dans l'Europe d'après la Première Guerre mondiale, dans les conditions, je dirais, dans une double condition. D'une part, on y a beaucoup insisté, mais finalement, ça a servi de prétexte à l'occasion de la révolution bolchevique, c'est-à-dire de cette espèce de tourment pour le capitalisme mondial qui a été la première expérience de propriété collective des moyens de production, qui intéressait d'ailleurs d'autant plus ce capitalisme international qu'il avait la main sur toutes les ressources modernes de la Russie. Il n'était pas une activité moderne de la Russie qui ne fût pas entre les mains du capital financier international. C'est dire que la réaction n'était pas seulement idéologique. Alors on ne peut naturellement pas nier que l'argument soviétique, ou en tout cas que le choc soviétique ait compté beaucoup dans l'entre-deux-guerres. Mais il faut faire très très attention à cette thèse parce que elle a favorisé une autre thèse développée par le nouveau tuteur depuis le deuxième après-guerre de l'histoire contemporaine et surtout depuis les années 1960, c'est-à-dire Sciences Po, qui nous a expliqué finalement que le fascisme français, mais là, il n'y avait pas de fascisme français parce que ça n'existait pas, enfin bref, que le fascisme ou l'autorité, le régime d'autorité, ça répondait à une peur de la bourgeoisie, du mouvement ouvrier qui l'avait tellement terrorisé que, et puis les revendications ouvrières avaient été tellement excessives, comme dit Michel Vinocq à propos des revendications de 1936, que somme toute, Vichy était en quelque sorte une réaction à cet excès de revendication. Alors j'y insiste beaucoup parce que, et dès qu'on fait de l'histoire on s'en rend compte, le fascisme n'a pas du tout correspondu à une terreur de la révolution. Il s'est mis en place après l'échec des révolutions dans les zones concernées. Il faut y insister beaucoup, parce que beaucoup d'historiens qui ne vont pas assez dans les archives ont expliqué que le fascisme italien, c'était une sorte de contre-révolution préventive. Avec beaucoup de mal, ils expliquent aussi que c'était le cas pour le fascisme allemand, avec la victoire hitlérienne de 1933, enfin la venue aux affaires des hitlériens en 1933, mais en réalité pas du tout. Le fascisme s'est partout mis en place, là où le mouvement ouvrier était vaincu, et bien vaincu. C'est-à-dire qu'en Italie, il avait été largement vaincu en 1920, surtout 21, et en Allemagne, il était vaincu depuis 1918-1919, et dans des conditions tellement écrasantes que la grande bourgeoisie et ses soutiens étaient garantis contre tout recours pendant au moins un certain nombre de décennies. Donc ce qu'on constate quand on évoque le fascisme, qu'il soit français ou pas, c'est que le fascisme se met en place quand le mouvement ouvrier est à terre.
Alors, en France, ça pose une grande question qui est très soumise d'ailleurs aux conditions dans lesquelles s'exerce le métier d'historien aujourd'hui, ou dans lesquelles on diffuse l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous explique d'abord qu'il n'y a pas de fascisme français. Je dis aujourd'hui, c'est à peu près depuis les années 1950. C'est-à-dire que Sciences Po, et quand je dis que Sciences Po régit l'histoire contemporaine, évidemment, ça n'est pas une accusation lancée en l'air, Sciences Po monte la garde depuis les années 1950 et les générations successives d'historiens pour nous expliquer qu'il n'y a pas de fascisme de droite. Éventuellement, il y a un peu de fascisme, mais les principaux fascistes, les plus graves fascistes, ce sont les renégats de gauche. Vous voyez, Déa, Marcel Déa, ancien socialiste, Jacques Doriot, ancien communiste, ça, ce sont les vrais fascistes. Et même, nous expliquons, Doriot n'a jamais finalement été aussi fasciste que quand il était communiste. Et en plus, cette thèse bénéficie d'une grande publicité, parce que vous l'aurez sans doute observé, si vous regardez de temps en temps ce qu'on nous appelait les documentaires télévisés, il y a eu des séries à partir de certains auteurs qui nous ont expliqué, dans la grande tâche de réhabilitation de Vichy qui est en cours depuis à peu près la même période et via le même courant historique, on nous a expliqué donc que le fascisme français, ça n'était en aucune façon de droite, d'ailleurs que la résistance était de droite et la collaboration de gauche. J'ai toute une série de collègues ces dernières années, je pense notamment à un collègue qui est devenu académicien récemment, qui ont chapeauté des documentaires à partir d'un ouvrage qui a beaucoup plu à Sciences Po, qui expliquait que, grosso modo, la droite et l'extrême droite en France ont été plutôt résistantes et que les collabos ont été à gauche. Ça, c'est en quelque sorte le paysage intellectuel dans lequel on se trouve, et un paysage intellectuel qui a d'autant plus d'écho que, je le répète, il bénéficie d'une publicité télévisuelle permanente, ou quasi permanente. Vous savez d'ailleurs que beaucoup de gens ont l'impression qu'ils ont une formation en histoire tout à fait satisfaisante parce qu'on leur diffuse ce qu'on appelle des documentaires historiques, quelquefois d'ailleurs avec un énorme tapage, à travers l'Europe, à travers l'Union européenne. Quelquefois ça commence chez les Belges, ça vient chez nous ensuite, et puis ça fait une formation historique qui précisément met les gens dans la plus grande difficulté. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, au fond le fascisme, c'est d'essence très simple. Le fascisme, ça correspond à l'époque contemporaine, parce qu'on ne va pas remonter au calende grec, ça correspond à une période où les revenus non monopolistes sont réduits de manière drastique, c'est-à-dire à une période de crise. Et c'est le deuxième élément, je dirais l'élément majeur du succès du fascisme dans l'entre-deux-guerres, et ce, dès les années 1920, c'est que la période est marquée par de très graves crises. D'abord, une crise de reconversion de la Première Guerre mondiale qui liquide les effectifs ouvriers, qui crée des surcapacités gigantesques et qui correspond à une phase essentielle de l'installation du fascisme, qui est un phénomène européen, c'est-à-dire, non pas seulement l'Italie, mais notamment l'Italie, puisque cette crise de reconversion est aussi une crise de l'endettement de guerre.
vous savez que la dette au sens contemporain du terme, elle s'est vraiment développée avec la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire cette période où le contribuable a financé la production privée massivement, a anticipé sur la production et a généré ce phénomène d'inflation qui est une anticipation. Qu'est-ce que c'est que l'inflation? C'est une anticipation sur la production qui n'est pas encore là. C'est un excédent de moyens de paiement par rapport à l'état de la production. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une crise grave, je dirais, dont la précocité du cas italien est très facile à expliquer. L'Italie a été un emprunteur gigantesque auprès des marchés internationaux et les marchés internationaux exigent le remboursement de la dette. Et pour rembourser la dette, que faut-il? Il faut que la population accepte de serrer la ceinture. Et accepte de serrer la ceinture au-delà du raisonnable, c'est-à-dire dans des conditions telles qu'il est même difficile d'assurer l'entretien de la force de travail et la reproduction de la force de travail. Et comment faites-vous pour convaincre la population? Vous pouvez évidemment compter sur les représentants compréhensifs de la masse de la population, y compris les représentants compréhensifs de la classe ouvrière, jusqu'au moment où ça devient inefficace, parce que quand il s'agit de baisser le salaire de 15%, de 20%, de 30%, de 50%, ça arrive. C'est le cas sous Vichy, où le salaire réel a baissé de 50%, et le poids moyen de la classe ouvrière et des employés de 10 à 12 kilos. Vous pensez bien qu'on entre dans une période où, malgré l'extrême compréhension des représentants gentils de la classe ouvrière, ils ne servent plus à grand-chose. C'est d'ailleurs dans ce contexte, vous le savez, que, fascisme aidant, on boucle les organisations ouvrières qui ne servent à rien, et celles qui servent aussi d'ailleurs, bien sûr. C'est dans ces conditions que le fascisme s'installe en octobre 1922 en Italie. Et c'est dans ces conditions, tant pour les emprunteurs que pour les créanciers, que le capital financier décide, en France, on va parler du cas français, mais ma foi, d'envisager une solution à poigne de même type. Alors, vous voyez, tous ceux qui vous ont expliqué, et là encore, Sciences Po est passé par là, que finalement, le fascisme français, ou le presque fascisme français, par exemple Vichy, serait une réaction aux revendications excessives de la classe ouvrière, vous observerez que aucune mise en place du fascisme ne correspond à une sorte d'atmosphère de revendication, a fortiori excessive, de la classe ouvrière. Pas du tout. C'est le cas en France. On est en 1922, quand une fraction très étroite du capital financier, c'est-à-dire de la fine fleur de ce qui domine la France, décide que, bien que la République soit particulièrement bonne fille, et toutes les républiques ont été particulièrement bonnes filles avec le capital financier, ne parlons même pas du cas de l'Allemagne, il était difficile d'être plus aimable pour le capital financier allemand et les concerns c'est-à-dire les grands groupes allemands, que la République de Weimar, n'est-ce pas, qui avait commencé son histoire en écrabouillant le mouvement ouvrier, comme disait George Sand à l'époque où elle était une dame progressiste, en 1848. Je ne crois pas à une république qui commence par tuer ses ouvriers. Elle faisait allusion à juin 1848. Eh bien, bonne fille, ça ne suffisait pas. Il fallait que le salaire fût écrasé.
il fallait que le salaire fût écrasé, et pour écraser le salaire, il faut faire vite. Vite et bien. Et comment faire particulièrement vite et avec une grande efficacité, en agissant très fort, avec des moyens très violents, ce qui explique que, alors que la classe ouvrière ne bouge pas l'oreille en France depuis l'échec des grèves de 1920, il condamne le mouvement ouvrier, je dirais, à la quasi-stagnation, même davantage, jusqu'en 1935 et surtout 1936, la classe ouvrière ne bougeant pas l'oreille, ce capital financier, dans sa fine fleur, je vais m'expliquer, décide de se constituer en quelque sorte en groupement tutélaire, financier et politique qui va œuvrer à une solution politique acceptable, c'est-à-dire au fascisme, à celui qui va précisément triompher chez le gros emprunteur qu'a été l'Italie. Alors c'est quoi? Qui décide ça? Vous avez tous entendu parler, on en a beaucoup parlé dans la campagne électorale de 1936, des 200 familles. Le site Wikipédia, l'institution Wikipédia a même puni un de mes jeunes collègues, qui est spécialiste, pas historien, mais il est spécialiste du discours politique, qui avait eu le culot, il s'appelle Damon Mayafre, il avait eu l'audace d'expliquer, de parler des 200 familles, c'est-à-dire des 200 plus gros actionnaires de la Banque de France, banque privée, émanation du sommet du capitalisme français. Et pourquoi 200 familles? Parce que ces 200 plus gros actionnaires, évidemment, représentaient la direction de la Banque de France, qui regroupait elle-même toutes les grandes banques, ou l'essentiel des grandes banques. Ayez en tête tout de même, pour revenir toujours à notre indispensable histoire, que la Banque de France était née en 1800, 3 mois après le coup d'État de Bonaparte, parce que les bailleurs de fonds du coup d'État du 18 Brumaire, de novembre 1799, étaient tout de même soucieux de rentrer dans leurs frais, c'est-à-dire d'obtenir une forme gouvernementale qui fût idoine, enfin qui fût convenable pour leurs objectifs. Cette Banque de France, ce ne sont même pas ces 200 plus gros actionnaires qui tenaient la France. C'est une dizaine d'entre eux. Au départ, une dizaine d'entre eux. Ils sont 12 au départ, ils sont 12 qui se trouvent assez importants pour pouvoir décider du sort du peuple français. Et ce petit groupe s'appelle la Synarchie. Alors, mes collègues, qui n'ont jamais mis les pieds aux archives, il n'est que de les lire, expliquent qu'elles n'existent pas. Écoutez, s'il y en a parmi vous qui me lisent de temps en temps, à peu près, je dirais depuis que j'ai cessé de ne travailler via ma thèse d'État et les travaux suivants que sur l'après 1944, grosso modo, la Synarchie, je n'arrête pas de la rencontrer. Donc elle existe. Je vous jure, dans les archives policières, elle existe. Elle existe, puis elle existe très tard. Vous voyez, je connais les archives, j'ai vu des archives de la préfecture de police jusqu'aux années 1970. Je ne suis pas allé au-delà parce que voilà, il y a des limites quand même. Dans les années 1970, vous avez des représentants des renseignements généraux qui présentaient un tel et un tel, en particulier un type qui s'appelle Henri d'Avernas et dont je parle beaucoup dans un certain nombre de livres, qui disait c'est encore un des chefs de la Synarchie. Bon. Et puis vous avez des archives judiciaires. Et je vous jure que les archives judiciaires,
si le produit des enquêtes des juges n'aboutit à rien en matière de sanctions contre les gens importants, leurs instructions sont dans l'ensemble très bien faites. Et dans les archives judiciaires, vous avez les archives des instructions. C'est-à-dire que vous suivez presque tout du sol au plafond. Vous me direz évidemment, on en supprime un peu. Vous savez, en contemporaine des archives, il y en a tellement que même si on en supprime beaucoup, on arrive à en trouver beaucoup. Et puisqu'on ne trouve pas là, on le trouve ailleurs. Enfin bref, nous entrons dans une période pourtant très calme, dans un processus de décision de liquidation de la République. Pourquoi? Bonne fille, ai-je dit. Bonne fille, mais faisant perdre du temps. Alors, il y a des institutions parlementaires. Vous me direz, le Sénat, bon, de toute façon, c'est quasiment ouvertement le patronat qui patronne tous les candidats, qui les finance. Vous savez que les élections, ça coûte cher, même indirect. D'autant que les sénateurs, en général, ils ne sont pas seulement sénateurs. Ils sont conseillers municipaux, ils sont députés, et les élections à la députation, ça coûte très cher. Donc je ne parle même pas du Sénat, mais même les parlementaires. Je pense que vous le savez, ça coûte, enfin vous le savez tous d'ailleurs, ça coûte très cher des élections. Et pour gagner des élections, il vaut mieux avoir beaucoup d'argent. Et qui a beaucoup d'argent? Ceux qui détiennent le capital. Et en particulier, cette frange si élevée du capital qui se développe à l'époque de l'impérialisme, c'est-à-dire ce capital financier qui groupe l'industrie la plus conséquente, la plus concentrée, et la banque, elle aussi, la plus concentrée, la plus importante. Je vais sacrifier à mon habitude, c'est-à-dire vous recommander à nouveau, à cet égard, la lecture de l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, voyez, qui a les joues roses, très roses, malgré un âge très avancé, supérieur au siècle, puisque cet ouvrage, écrit en 1916, vous permet d'avoir une idée du capitalisme contemporain absolument fidèle, je dirais, à la plus grande actualité. Il y a les mêmes banques, alors c'est pas compliqué. Je lisais aujourd'hui, d'ailleurs je crois que c'est dans un article du Monde, que JP Morgan, en cas de crise, devenait le tuteur de la Banque centrale américaine. Oh, comme c'est curieux, vous voyez, c'est la même banque JP Morgan qui a convaincu le gouvernement fédéral américain d'entrer en guerre, en tout cas officiellement, en avril 1917, parce que sa créance de l'entente, les fonds prêtés à l'entente, étaient tellement importants que pour garantir la créance, il fallait quand même être directement intéressé au sort primaire, au premier sort de la guerre. Hein? Bon, je n'ai pas le temps ici de dire que cette entrée en guerre n'était pas une entrée en guerre militaire, parce que l'entrée en guerre militaire n'est arrivée qu'au printemps 1918, période à laquelle d'ailleurs l'affaire était pliée, ce qui m'amène à vous dire, même si ça n'est pas notre sujet direct aujourd'hui, que par ce bout comme par d'autres bouts, la Deuxième Guerre mondiale ressemble comme une sœur à la première. Bien, donc notre capital financier français, qui forme un petit groupement, trouve donc que, je disais, le temps perdu est très grand. Pour prendre une décision, il faut quelques semaines, voire quelques mois. Vous voyez, ça passe d'une commission à l'autre, tout ça. S'il n'y a plus de Parlement, c'est plus court. Vous le voyez très bien, d'ailleurs, dans le régime de Vichy, que j'ai longuement analysé dans deux ouvrages, notamment un ouvrage qui s'appelle « Industriels et banquiers sous l'occupation ». C'est bien simple. Dans une réunion, le banquier est là, il est ministre
ou pas ministre. Je pense à une réunion à laquelle participe le directeur du comité d'organisation des banques, l'insigne Henri Ardant. Eh ben, il décide, par exemple, d'arianiser les galeries Lafayette, vous voyez, prend la décision en 1941 dans une réunion avec Vichy. Eh ben, ça se fait, mais pas 3 mois après, quasiment dans l'instant. Il faut compter que, vous le savez, le temps c'est de l'argent, et par conséquent, la perte de temps occasionne des pertes d'argent tout à fait dommageables. Donc, on va trouver une solution qui permettra d'écraser les revenus paysans, d'écraser les revenus ouvriers, employés. Bon. Donc, on a la solution dans les années 20. Et on travaille à une solution appliquée. Je n'entre pas dans les détails, hein, mais ne croyez pas, je vais évoquer l'ère des complots des années 30, mais ne croyez pas que ça n'ait commencé que dans les années 30. Hein, il y a en particulier un joli complot qui se mitonne en Alsace sous l'égide de Lyautey, de nos grands généraux honorés notamment pour leur rôle insigne en matière de civilisation coloniale. Ça dure 2 ans, puis à un moment, la synarchie laisse tomber parce qu'il n'y a plus besoin. On a une solution Poincaré qui permet momentanément de ne pas aller au-delà. Les choses avancent. La solution Poincaré, 26-28, c'est une solution à poigne, hein, déjà, très à poigne, très à décret. Et puis, la deuxième phase arrive, et la deuxième phase, évidemment, c'est la crise des années 30. Alors, vous avez compris tout à l'heure le rôle insigne de la Banque de France. Moi, c'est ce que j'appelle, mais alors en termes pas du tout polémiques, hein, la dictature de la Banque de France. Alors, je vous rappelle le terme de dictature. Il faut en revenir là encore au classique du marxisme, hein, à Engels et Marx, et à l'analyse de l'État, à l'analyse de ce que c'est que la dictature. Ben, quand je parle de dictature de la Banque de France, ça n'est pas un terme polémique, c'est un terme factuel. Quel que soit le régime que la France ait connu depuis la victoire définitive de la bourgeoisie consacrée par le régime bonapartiste puis napoléonien, donc depuis 1800, la Banque de France dirige la France avec ses hommes. Il se trouve que ce sont des hommes à l'époque, hein, je ne peux pas vous faire une présentation du genre, à l'époque il n'y a que des banquiers. Donc, c'est une structure qui dicte la vie politique en France. Pourquoi ? Parce que, évidemment, pas du tout sous une dictature ou appelée comme ça, directe. Je pense par exemple au Second Empire. Mais même sous la République, que se passe-t-il ? Il y a des élections. Les élections déterminent un chef potentiel de gouvernement dans le parti qui a obtenu le plus de suffrages. Il va être élu, enfin au sens général, il va être choisi comme président du Conseil par le Parlement, par la Chambre, et puis il va voir la Banque de France. Parce que la manière dont les bailleurs de fonds ont obtenu le pouvoir sur l'État, c'est que la Banque de France décide des avances à l'État. Si le gouvernement lui plaît, elle peut bien consentir les avances qui lui sont nécessaires. S'il ne lui plaît pas, non. Vous me direz, la question s'est fort peu posée.
puisque avant la Deuxième Guerre mondiale, d'ailleurs que la gauche fut victorieuse ou pas, ça ne changeait rien, la question ne s'est posée que 2 fois. Avec la victoire du cartel des gauches au printemps 1924, n'est-ce pas? Et puis avec le cabinet Blum, lui aussi alors qu'il a droit à une grosse information télévisuelle, puisqu'il paraît que Léon Blum aurait assuré aux Français les congés payés, l'augmentation des salaires, etc. Je vous renvoie aux archives qui n'établissent pas exactement cette vérité-là. Mais que se passe-t-il? Et sous Herriot en 1924 et sous Blum en 1936, le président du Conseil pressenti arrive au bras, ou je ne sais pas avec quelle jonction, avec son ministre des Finances pressenti. Et qu'est-ce qu'ils vont dire à la Banque de France? Oui, nous allons pratiquer l'assainissement financier. Bon, tout ça, vous êtes très familier parce que vous entendez bien quoi, ces temps-ci, la note, voilà, l'impérialisme ayant pris ce caractère international que nous connaissons et qui se traduit d'ailleurs notamment par des affaires, des événements politiques comme la semaine prochaine. Désormais, les choses ne sont plus seulement nationales, mais européennes ou internationales, ou américano-européennes. Et désormais, c'est plus la seule Banque de France qui dit que non, il faut faire de l'assainissement financier. Désormais, et depuis un certain temps, ce sont les banques internationales qui disent « Ah ben oui, il faut faire de l'assainissement financier ». Ça veut dire quoi, il faut faire de l'assainissement financier? Ça veut dire on va continuer à écrabouiller les salaires. Hein? Bon. Mais c'est Blum, avec son ministre des Finances, Vincent Auriol, qui vont devant la banque faire ce dont il s'agit. Mais on vous explique aujourd'hui, c'est une grande période voilà, de réforme profonde. Alors, je vous renvoie au choix de la défaite. Si vous avez des idées sur la réforme de la Banque de France de 1936, ben allez regarder, vous verrez que c'est une réforme creuse, absolument creuse. Vous supprimez une instance, vous la mettez ailleurs, et ceux qui dominaient tout sont toujours là et décident toujours de tout. Donc la Banque de France fait de l'assainissement financier. Et elle fait de l'assainissement financier, évidemment, projet auquel sa haine d'une solution de gauche, même tout à fait compréhensible, inspire l'envie de mesures radicales, plus radicales. On est entré, même avant ça, en 1934, dans une phase très aiguë du projet, en 33-34. On est entré dans une phase très aiguë du projet fasciste français, de droite. Je dis bien de droite. Alors finalement, le fascisme français, c'est quoi qui est si éclairant sur la situation actuelle? Ce sont 2 choses. Ce sont d'abord, en règle générale, de purs et simples instruments politiques du capital financier. Pourquoi des instruments politiques du capital financier? Parce qu'ils les financent. Ils financent leurs journaux, ils financent leurs hommes. Vous vous tournez vers n'importe lequel des grands politiques, vous ratez un peu, vous regardez les archives financières, hein, et puis vous voyez comment on finance ses propres représentants, qui sont officiellement élus du peuple, qui sont pratiquement représentants de la main qui les arrose. C'est comme ça, c'est la règle. Et donc, ce capital financier contrôle tout, disais-je. Il faut être honnête, il n'y a qu'une chose qui ne contrôle pas du tout, c'est le Parti communiste français, la jeune section française de l'Internationale communiste.
Il ne la contrôle pas du tout. Ça l'ennuie beaucoup d'ailleurs. La seule voie par laquelle il puisse de temps en temps en contrôler un bout, c'est de recruter ses militants. Parce que on n'appâte pas le bon peuple avec des banquiers. Les banquiers ne savent pas parler au bon peuple. Ce sont des tribuns qui savent parler au bon peuple. Donc vous imaginez, pour le capital financier, à quel point il est décisif dans une période où il y a un mouvement ouvrier actif, et c'est le cas dans les années 20, plus encore dans les années 30, vous imaginez l'intérêt qu'il y a à corrompre tel ou tel militant. C'est un intérêt vital même. Comme vous ne faites pas de la politique seulement avec les banquiers, et comme vous ne faites pas un parti avec les banquiers, encore que je vous introduirai une petite exception, vous êtes bien obligé d'aller trouver des porte-paroles. Et c'est comme ça, par exemple, je ne vais pas vous donner une liste, je vais vous en donner deux quand même. L'un, mais enfin, c'est assez courant quand même je dirais, dans les faux frais du capital financier. C'est un des représentants de la SFIO, mais enfin, je veux dire, il n'est pas le seul. C'est quand même le capital financier qui a renfloué en 1925-1926 le quotidien de la SFIO, le Populaire. Vous voyez comme il est indispensable d'aller regarder les archives policières, à l'égard desquelles beaucoup de mes collègues montrent le plus grand mépris, parce que pour aller étudier d'où vient l'argent, il n'y a qu'une solution, c'est les archives policières. Elles étudient tout, du sol au plafond, mais tout. Hein, le contrôle des journaux, le contrôle des partis, qui va chez qui, tout y est. Et donc, le capital financier, il recrute des petites exceptions comme ça. DA, dans des conditions que j'expose là, par exemple, et de plus en plus dans les années 30, parce que donne un fouet au fascisme français le merveilleux exemple allemand. L'exemple italien a déjà beaucoup inspiré les Français, mais alors, l'exemple allemand, mieux encore. Donc, à partir de 1933, j'ai dit la SFIO. Et puis cette recrue fort importante, puisque je parle des recrues minoritaires, que constitue, par exemple, le grand militant, l'ancien grand militant Jacques Doriot. Là, c'est un vrai dirigeant du Parti communiste, hein, qui n'est pas d'ailleurs harponné dans les années 30, mais il faut le savoir, depuis la deuxième moitié de la décennie 20. Là aussi, hein, c'est les archives policières. Ça. Et donc, je disais tout à l'heure qu'on ne fait pas un parti avec des banquiers. Vous voyez, je vais me démentir tout de suite. Quand est constitué en juin 1936 le Parti populaire français de Doriot, avec une participation allemande non négligeable, ils sont là, les Allemands, ils sont là à Paris. Hein. Tous ceux qu'on retrouvera en 40, ils sont là. Le bureau politique du Parti populaire français, il prend le même nom que vous voyez, comme c'est un parti ouvrier, il paraît, il va prendre le même nom de structure que le Parti communiste français. Sa totalité ou quasi-totalité est constituée de synarques, dont certains de haut rang, hein, comme Plucheux, président d'une institution sidérurgique, et toute une série d'autres, là encore, là c'est dans le pavé. Et donc, on a bien sûr cela, mais je l'ai, et puis la SFIO. Voilà, pas le Parti communiste. C'est le seul sur lequel il n'est pas de prise, sauf à pincer quelques militants qui trouvent que la vie militante et les aléas de la vie militante, finalement, peuvent être abandonnés au profit d'une vie meilleure, plus agréable et plus facile. Mais surtout,
Qu'est-ce que contrôle le capital financier? Deux types de partis. Les partis de droite, ça n'est pas neuf, vous voyez, ce que ces dernières décennies on appelait chez nous la droite républicaine. Alors là, à l'époque, ça s'appelle l'Alliance démocratique. Et l'Alliance démocratique, c'est Paul Reynaud et Flandin. Flandin, peut-être les plus âgés savent qui c'est. C'est quand même celui qui a adressé le télégramme de félicitations à Hitler après la première liquidation de la Tchécoslovaquie et la conférence de Munich. Et puis, Paul Reynaud, qu'on nous présente aujourd'hui comme un républicain sincère et même anti-munichois. Comme je l'ai dit, quand on ne regarde pas les archives, on peut vraiment raconter n'importe quoi. Donc ça, c'est le classique. Il les finance depuis toujours, comme tout le capital financier ailleurs. Bon. Mais c'est qu'à partir de la solution synarchique de fascisme, il faut trouver autre chose qui corresponde à la situation de crise dans laquelle on est, qui puisse mobiliser. Ce sont les ligues fascistes, dont on vous explique aujourd'hui, ne sont pas si fascistes que ça. Mon cher collègue Dard vient de faire avec un de ses collègues, Philippe, si je ne m'abuse, un nouveau 6 février 1934, qui vient aggraver celui de 1975 de Bernstein, qui nous avait présenté les émeutes de la place de la Concorde comme assez débonnaires et gentilles. Vous voyez, c'est surtout parce que c'est vrai que la pourriture parlementaire, tout ça écœurait la petite bourgeoisie honnête et que vraiment elle voulait passer le balai dans les écuries d'Augias. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, bien entendu. Donc les ligues qui fleurissent depuis 1924. 24. Donc vous voyez, hein, il faut m'expliquer qu'en 1924, c'est parce que la révolution bolchevique est aux portes qu'on a fondé des ligues fascistes. Hein. Alors je ne vous donne pas la liste, je vous donne, parce que, en l'occurrence je ne suis pas la pionnière, c'est un historien américain qui est le pionnier. Je vous donne les références d'un historien américain de grande qualité qui a fait l'objet de la part de Sciences Po d'une guerre épouvantable qui, on peut le dire, l'a éliminé depuis du champ historiographique français depuis 2006-2007. Il s'appelle Robert Soucy, S-O-U-C-Y, et il a fait 2 ouvrages dont je vous recommande la lecture. En plus, ils ne sont pas très longs. Ils sont plus courts que les miens. Le premier s'appelle La première vague du fascisme et porte sur la période 1920 en France, donc, et porte sur la période 1924-1933. Le deuxième s'appelle La deuxième vague du fascisme, 1933-1939. En fait, c'est pas vrai, ça va jusqu'en 1941. Vous y avez donc une analyse des ligues, il y en a un paquet, hein, un gros paquet, et des nouvelles ligues à partir de 1933. Certaines d'ailleurs ouvertement alignées sur le modèle hitlérien. Ça, ce sont les ligues fascistes dont M. Dard et M. Philippet viennent de nous réécrire qu'en février 1934, elles n'ont pas fait quoi que ce soit qui pût alerter un bon citoyen. Donc vous voyez, il faut mesurer quand même ce qu'est l'effort, je ne dirais pas de formation historique, mais de propagande de caractère non scientifique qui veut nous mettre dans la tête qu'il n'y a pas eu de fascisme en France, pas de fascisme de droite, juste des gens honnêtes qui voulaient en finir avec la pourriture des élus
parlementaire. Et voilà comment, disons des années 1920, à la guerre, à la Deuxième Guerre mondiale, puis d'ailleurs à l'après-guerre, se perpétue cette espèce de répartition des forces entre les républicains de droite, paraît-il républicains, les partis classiques, et les ligues. Mais vous savez, ce sont les mêmes caisses, les mêmes. Et comme on le sait, par les archives policières, on sait qui finance qui, avec quel montant. Et vous voyez, je dirais, comme dit l'autre, que le meilleur gagne. À un moment, par exemple, ces messieurs ont le sentiment, cherchant à faire quand même un parti de masse. Il n'y a pas de parti de masse fasciste en France. S'il y en a un, c'est les Croix de Feu, nés à partir de 29 et se déployant dans les années 1930. Oh, bon, alors là, le colonel de la Rocque, un brave homme républicain. Je dois vous dire d'ailleurs que le petit-fils vient de signaler à mon éditeur, avec la réédition du Choix de la défaite, qu'il y a une erreur funeste dans mon index. C'est que, à cause d'une... Vous savez, la Rocque était appelée Casimir. C'est l'Action française qui l'avait ridiculisé en lui donnant le surnom de Casimir. Et alors, moi, je n'ai pas fait attention dans l'index, comme je n'ai jamais donné le prénom de la Rocque. La Rocque s'appelle François. Et mon Larocque, comme il est cité une fois et Casimir, j'explique que c'est Larocque, mais j'ai oublié de dire que c'était François Larocque. Et le petit-fils est très très affecté, parce que j'ai appelé son grand-père Casimir. Je me demande s'il a lu le reste du livre, parce qu'il me semble que le reste du livre est nettement plus troublant à propos du grand-père que l'erreur d'une entrée d'index sur la Rocque. Donc c'est bien un parti de masse, mais réfléchissons. Qu'est-ce que c'est qu'un parti de masse dont la masse, si je puis dire, est constituée au minimum de la petite bourgeoisie et puis surtout de la moyenne bourgeoisie, que tout de même ayez en tête? Ce sont des gens qui se retrouvent en réunion avec des voitures. Vous en connaissez, vous? Beaucoup de gens qui ont des voitures dans les années 1930? Non. Et puis alors, ce qu'ils aiment aussi beaucoup, c'est l'aviation. Alors, des prolétaires qui font de l'aviation dans les années 30, il n'en est pas non plus, vous voyez? Bon, alors, c'est pas vraiment des partis de masse, ça, c'est décevant. C'est pour ça que, finalement, la synarchie, elle a été, je dirais, à la recherche du parti de masse dans les années 1930. Je vais expliquer pourquoi dans les années 1930. Dans les 40, et puis si on va, parce qu'elle a continué sous l'occupation, elle n'y est pas arrivée. Et puis, si on continuait, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que dans les développements récents de la politique française, surtout depuis les années 1980, on retrouve l'héritage de cette idée qu'on pourrait trouver une base de masse à la droite en France si on ravivait cette extrême droite qui avait laissé tant de mauvais souvenirs aux Français, tant qu'ils savaient que ça avait accompagné le moment où ils avaient 50% de leur ration alimentaire et plus de chaussures à se mettre aux pieds, ni plus de vêtements à se mettre aux pieds, parce que les plans de livraison aux Allemands prévoyaient qu'il y aurait un costume par Français tous les 8 ans. Vous voyez, la guerre n'ayant pas duré tant que ça, il n'y avait même pas la perspective d'un costume. Donc, le voilà, le fascisme français,
ce fascisme français, qui n'est pas plus sympathique que le fascisme européen, et qui, je le répète, a les mêmes financiers, les mêmes forces de soutien, je dirais les mêmes opposants, et alors qu'il est clair qu'il est pratiquement en France, depuis que l'Institut d'études politiques a pris la relève de l'école libre des sciences politiques, c'est-à-dire après 1945, il n'est pratiquement plus possible en histoire contemporaine aujourd'hui de raconter ces choses sans passer pour dangereux complotistes, pour ne pas dire, je ne dirais pas rouge-brun en l'occurrence, parce que le brun tout de même n'est pas tellement de rigueur dans cette argumentation, mais voilà pourquoi finalement aujourd'hui on peut clamer, pousser des grands cris contre l'extrême droite sans faire observer que l'extrême droite, elle a des moyens qui lui sont fournis par le capital financier. Alors, c'est dans ces conditions qu'un certain nombre de républicains, de dirigeants républicains, jouent dans les années 30 en France le rôle en quelque sorte de porteur d'eau pour ce projet fasciste dont ils n'ignorent rien. Si jamais vous vient la curiosité de lire des publications de l'entre-deux-guerres, et notamment la presse de l'entre-deux-guerres, et encore plus particulièrement la presse de gauche, vous verrez que tout y est dit. Je dois dire, même dans le populaire, dont un spécialiste, son nom m'échappe là, un très très bon journaliste, presque aussi précis que l'Humanité sur les ligues, le fascisme, la cagoule, qui les regroupe toutes à partir de 1935, de la fin de 1935, sans les supprimer, il y en a même des nouvelles. Le PPF, c'est 36. On a donc des ligues fascistes qui, ma foi, permettent au capital financier de régir à la fois cette droite, cette extrême droite et les formations de front populaire à partir de 1936. Alors me diront certains, ah ben non, quand même, pas dans le premier cabinet Blum. Si, dans le premier cabinet Blum aussi. Qui ne change rien, qui laisse faire. Quand il ne laisse pas faire, d'ailleurs il faut le dire, il y en a un moment qui n'a pas laissé faire. Et pourtant, c'était un très raisonnable, qui était même prêt en 1940 à trouver l'armistice tout à fait convenable. Aujourd'hui, il y a une étude américaine, mais mes collègues américaines qui sont modernistes de métier n'y ont pas assez travaillé. C'est Marx Dormois qui a inspiré un ouvrage de deux collègues modernistes américaines qui en font une espèce de chef de la résistance. Le pauvre homme, quand même, on va lui rendre un hommage. Il a été ministre de l'Intérieur après que Salengro s'est suicidé. Et figurez-vous qu'il a eu une sorte de prurite. Il n'avait jamais rien fait contre les ligues, hein, jamais. Alors vous me direz, mais quand même, le Front populaire a supprimé les ligues. Ben, je vous recommande le choix de la défaite, vous verrez comment il les a supprimées. Elles ont changé de nom, elles ont caché les armes encore mieux qu'avant, et puis tout est allé comme devant dans la parfaite connaissance du ministère de l'Intérieur et de toutes les instances supérieures de l'État français, gauche ou pas gauche. Et donc, on est avec un Marx Dormois qui, tout de même, après la deuxième tentative fasciste en France, il y en aura une troisième,
c'est la bonne, c'est la défaite et la solution Pétain-Laval de juillet 1940. Donc, on a jusque-là une situation dans laquelle les partis de gauche ne font pas grand-chose, à ceci près que le ministre demande une enquête sur la Cameroun à l'automne 1937. Une vraie enquête. C'est bien simple. Son appareil policier ne suit même pas ses consignes. C'est le même que sous Kiap, qui a dû céder la place en février 1934 parce qu'il soutenait l'émeute, il soutenait la tentative fasciste. Il a été remplacé pour quelques semaines par un illustre inconnu, puis pour quelques années par Roger Langeron, qui allait mener la répression à vive allure contre le mouvement ouvrier, contre les communistes, à la fin des années 1930, et en particulier dans la terrible répression de 1938, puis qui après allait accueillir les Allemands dans les meilleures conditions, en leur disant, en frétillant, alors qu'ils n'avaient encore rien demandé, en septembre 1940, qu'il était en train de préparer un fichier juif à la préfecture de police, ce qui était un petit peu embarrassant parce que jusque-là, la France n'avait jamais classé les religions. Vous ne savez pas si tel ressortissant français était catholique, protestant, juif, là, on allait savoir. Inutile de vous dire qu'on n'allait pas seulement savoir en 1940, mais que l'appareil policier s'y était fort employé depuis 1937-1938, avec quelle maestria, et vous ne serez pas non plus surpris de savoir que ce sont les mêmes qui sont au plus haut niveau de la police, de 1940 à 1944, chargés de la répression anticommuniste et anti-juive, dans le bonheur et l'illumination. Ah, comme disait le directeur de la Sûreté Générale à un de ces policiers particulièrement frénétiques, oh, je vous jure que je n'exagère pas, hein, ça je le raconte dans Dominique à Vichy. Oh mon cher ami, je ne vous ai pas vu 2 jours, vous me manquez tellement, j'adore tellement votre rapport quotidien tous les jours. Il venait lui raconter où il en était, de la persécution des étrangers, de la persécution des juifs, etc. Voilà, je le dis parce qu'il faut quand même que vous sachiez qu'on ne passe pas d'un régime à l'autre, en quelque sorte, à la suite d'une divine ou d'une tragique surprise. On passe d'un régime à l'autre parce qu'un régime républicain a bien préparé la phase suivante par ce que j'ai appelé au minimum la complicité passive. Alors, comme Marx Dormois avait demandé à son appareil de se bouger un petit peu pour faire une enquête sur les uns, sur les autres, vous voyez, il y a tous les détails là-dedans, et bien ça s'est terminé à Montélimar en 1941, où le plus haut niveau de l'État a permis à 3 cagoulards, les petits camarades de Darnan et compagnie, de venir préparer l'attentat contre Marx Dormois, dont on a ramassé les morceaux de cervelle au plafond de sa chambre dans le palace de Montélimar. Montélimar, je ne me rappelle plus le nom du palace, mais il est fermé aujourd'hui. Où cette dame et ces 2 messieurs étaient venus déposer la bombe sur laquelle il a explosé. Mais de vigilance de la gauche raisonnable à l'égard du fascisme, il faut le dire résolument non. Il n'y en a eu aucune. Et je ne vous parle même pas ici de ce qu'a été la position de la gauche raisonnable à l'égard du danger allemand
envers lequel elle a montré la même magnanimité. Je vous renvoie aux 2 ouvrages dont je viens de vous parler. Voilà comment c'est sous le Front populaire que se joue l'avenir du fascisme français, ou l'échec du fascisme français, comme c'est son programme officiel, ou finalement la réussite du fascisme français. Et qu'est-ce qui se passe à cet égard sous le Front populaire? Eh bien, il se passe quelque chose que je viens déjà de décrire en évoquant les partis. C'est-à-dire que le patronat a eu, c'est vrai, très peur pendant 15 jours. Très peur. Parce que le mouvement populaire a atteint une ampleur qu'on n'avait jamais vue en France. Hein, il se trouve que j'ai eu la chance, enfin, je me suis donné la chance d'aller regarder les archives pendant un certain temps, les archives de la Chambre de commerce de Paris, qui réunit, là encore, je dirais, la fine fleur du capitalisme français, hein, parce que quand vous êtes à la Chambre de commerce de Paris, vous avez tous les importants, hein, même ceux qui ont des entreprises au Creusot ou en Moselle, ils se retrouvent là. Hein, et puis d'ailleurs, leur adresse en général est là. Et donc, là, j'ai vu ce que c'est qu'un mouvement de masse si jamais je ne l'avais pas vu. C'est-à-dire, par exemple, Bourges, en mai-juin, où toutes les rues étaient noires de monde. Mais noires de monde. Là, le patronat a eu un moment, 15 jours, pas plus. Mais alors 15 jours, il faut que vous sachiez, si ça n'est pas le cas, que les accords de Matignon, c'est un peu léger par rapport à ce que les ouvriers de la métallurgie avaient obtenu dans la région parisienne, hein, avant les accords de 9-10 juin. Ils avaient obtenu beaucoup plus. Bon, ça dure 15 jours. J'explique pourquoi ça ne dure que 15 jours. Pourquoi? Parce que comme l'ennemi elle-même n'est pas s'accord. Alors, je pourrais être taxé d'excès et d'opposition systématique à Blum. Mais non. Non. Ce sont les archives qui montrent qu'il y a un engagement personnel de Blum auprès des instances patronales qu'il rencontre. J'allais dire nuitamment, c'est décidément une habitude, parce qu'il rencontrait aussi nuitamment l'ambassadeur américain à Paris après la guerre, comme je le raconte dans les origines du plan Marshall. Nuitamment, ça se fait beaucoup parce que c'est plus discret. Et donc, on voit comment... J'ai fait un article qui est paru d'ailleurs il y a des années dans Étincelle, en plusieurs épisodes, parce que je fais des articles quelquefois un peu longs, et j'ai montré ce qu'avaient été ces contacts clandestins du chef de gouvernement et du ministre des Finances, Vincent Auriol, avec les patrons, avec Jules Mock aussi, vous savez, le célèbre Jules Mock, que les mineurs de la période d'après-guerre connaissent bien, comment ils sont venus s'engager dès juin 1936 pour que plus jamais il n'y ait d'occupation d'usine et pour que soit promptement décrété ce qui allait être la pause des salaires, qui ne datait pas en réalité du début de 1937, mais qui avait été décidé d'emblée. Alors, j'ai oublié, enfin, je n'ai pas encore parlé des manifestations de ce qui va devenir le fascisme français comme régime. C'est-à-dire de ce que j'ai évoqué tout à l'heure et qui est la motivation fondamentale de cette solution à poigne, de cette stratégie du choc, pour reprendre l'expression de Madame Naomi Klein, de la Canadienne Naomi Klein, dans les années 90, il me semble. Oui, c'est ça, dans les années 90. Cette stratégie du choc, elle est passée donc par une guerre contre la classe ouvrière.
ça n'était pas la première fois, et c'était avant même que la solution fasciste comme solution politique gouvernementale ne triompha. C'est une solution qui avait été envisagée bien auparavant, c'est-à-dire dans les périodes de crise, faire la guerre aux étrangers. Ce qui m'amène à faire une petite mise au point, précisément sur une caractéristique de la guerre au salaire. Nous sommes un pays où la natalité est faible, même quand il était à majorité paysanne, pour des raisons structurelles qui remontent notamment au compromis entre la bourgeoisie et la paysannerie française, qui a freiné en France la prolétarisation du monde paysan. Je dis bien freiné, jusqu'à la phase européenne où ça s'est accéléré. C'est-à-dire que nous sommes un pays où le capitalisme a eu besoin d'importer de la main-d'œuvre. Pourquoi importer de la main-d'œuvre? Parce que importer de la main-d'œuvre à bas prix, soit de l'empire colonial, soit des abords particulièrement pauvres, je pense à l'Europe centrale, de l'entre-deux-guerres, misérable, et pleine de travailleurs ou d'anciens paysans bienveillants, on importe de la main-d'œuvre pour faire pression sur les salaires. Faut peut-être pas que je dépasse trop, hein, pour me dire si je dépasse. J'ai encore combien? Ah, ça va. Donc, la France, le patronat français, a joué, je dirais, remarquablement d'emblée de cette nécessité pour écraser les salaires. Hein, pour écraser les salaires, vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez faire ce que Engels décrit admirablement dans un ouvrage dont je vous recommande vivement la lecture, qui est la situation de la classe laborieuse en Angleterre de 1845. Et avec encore admirable édition, l'édition de 1960 des éditions sociales, qui comportait une préface, un bijou d'Eric Hobsbawm, le grand historien britannique, un longtemps marxiste, mais en tout cas qui avait des beaux restes de marxisme, même à cette époque où il n'était plus tellement. C'est vraiment une édition extraordinaire, complétée par des préfaces postérieures. Je vous recommande aussi la préface d'Engels à l'édition allemande de cet ouvrage de 1845, qui est une analyse remarquable, autocritique d'ailleurs, d'Engels, qui explique pourquoi ces espérances de jeune homme de 1845, à savoir l'imminence d'une révolution contre le capitalisme en Angleterre, il explique pourquoi il s'est trompé. Et il explique quelque chose de très intéressant. C'est une des raisons pour lesquelles je vous recommande cette lecture. C'est qu'il montre ce qu'est l'adjuvant remarquable du capital financier dans la fraction de la classe ouvrière compréhensive qu'il appelle, Lénine lui empruntera ce concept, qu'il appelle, dans un texte d'ailleurs de 1895, qu'il appelle l'aristocratie de la classe ouvrière. C'est un bijou, cet ouvrage, n'est-ce pas? Et en plus, je dirais qu'il est particulièrement intéressant à lire parce qu'il est très descriptif. Vous y voyez la classe ouvrière anglaise qu'Engels connaissait de très près, puisque vous le savez peut-être, il vivait avec une ouvrière irlandaise et que, voilà, en Angleterre, c'était pas exactement pour ça que son papa l'avait envoyé, mais enfin, son papa, qui avait des entreprises textiles à Barmen, en Allemagne occidentale, enfin, géographiquement occidentale, et donc, il faut absolument lire ça pour comprendre une des origines
de l'écrasement des salaires. Vous bouclez la propriété paysanne et vous avez des ouvriers. Si vous ne faites pas ça, ce qui est le cas français, et que vous avez un pays peu prolifique, et même quand vous en avez un prolifique, d'ailleurs, je pense à l'Allemagne, vous importez de la main-d'œuvre pour faire baisser les salaires. Hein? Passé le 19e, vous utilisez les femmes pour faire baisser les salaires de moitié et les enfants pour diviser les salaires par 4. Et bien après, vous importez des travailleurs étrangers. Et je veux insister beaucoup sur cette importation de travailleurs étrangers. Pourquoi? Parce que vous y avez une des clés de la situation actuelle, une des clés avec tous les éléments de la situation actuelle, et qui vous montre ce que c'est que la tutelle du capital financier sur un pays. Alors même que je ne vous ai pas dit qu'il domine tout, au sens où il domine les grands intellectuels, ceux que vous connaissez parce qu'on les a convaincus qu'il valait mieux être raisonnable, il domine la magistrature, il domine l'armée. Hein, pensez à un Végan, 600 000 francs de retraite offerts par la société, le groupe international de Suez, de Vogüé. 600 000, c'est énorme, comme Doumergue d'ailleurs, Gastounet, qu'on a aimablement rappelé aux affaires après sa retraite en février 1934, 600 000 euros. C'est une fortune. Vous chercherez ce soir 600 000 euros de 35, hein, ce que ça fait en euros d'aujourd'hui. Et puis qu'est-ce que c'est que les pontes de l'armée? Ce sont des représentants, quand ils sont par exemple attachés militaires, ce sont des représentants de l'armement français. Vous voyez, je ne dis, pensez aux journalistes. Alors aujourd'hui, vous avez un cœur des vierges. Je pense notamment au monde diplomatique que ça émeut beaucoup sur la tutelle du capital financier sur la presse. Bah, écoutez, moi ça ne me semble pas particulièrement neuf. Hein, avant d'être le fruit des pontes de l'aviation ou du luxe ou de ceci ou des médias ou de... Qu'est-ce que c'était? C'était la propriété du comité des forges, 1864, de la Banque de France, 1800, enfin bref, de toutes les institutions patronales qui possèdent la presse. Vous voyez, encore une ligne des archives policières. Vous savez qui contrôle quoi? Exactement au centime près. Donc, d'une part, on importe des travailleurs étrangers. D'autre part, on fait détester par la masse des autochtones français les dits travailleurs étrangers. Parce qu'on a une presse qui vient dire que ces travailleurs étrangers viennent manger le pain des Français et par conséquent que ces étrangers sont les ennemis privilégiés du peuple français. Et c'est comme ça que la gestion des étrangers, je dirais, est doublement bénéficiaire. D'une part, parce que ça vous pèse sur les salaires, d'autre part, parce que vous continuez à les importer, ou d'ailleurs à un moment vous les évincez, et puis vous dites que c'est de ce pelé, ce galeux que vient tout le mal. C'est double bénéfice. Ce sont les mêmes qui organisent, qui actuellement finance les journaux qui tous les jours vous expliquent que les étrangers viennent nous manger notre pain, nous violer nos filles, nous assassiner nos bonnes gens, etc. Ce sont les mêmes. Et par conséquent, il faut montrer, alors je le dis d'ailleurs, juste par souci de justesse ou de précision, que dans ce haro contre les étrangers, il n'y a eu que deux forces en France, ce sont les mêmes d'ailleurs, il faut le dire,
deux forces de défense des étrangers. La CGTU, c'est-à-dire la force syndicale qui avait dû se constituer en groupement indépendant, puisque en 1920-22, les confédérés de Jouot, secrétaire général de la CGT depuis 1909 et ancien anarchiste flamboyant, donc que la CGT de Jouot n'avait absolument pas défendu les travailleurs étrangers. Elle s'était inscrite dans la propagande en faveur du travail national qu'avait financé le patronat français. Et c'est ainsi d'ailleurs que la CGT de Jouot avait fait échouer une grève à l'Escarpelle en 1934, une grève des mineurs polonais soutenue par la seule CGTU et dont l'échec a compté beaucoup dans le Nord pour combattre la combativité. Le Parti communiste, qui avait été le seul en novembre 1931, a voté contre une contre une décision de constitution d'un groupe de défense des chômeurs, mais d'un groupe de défense des chômeurs qui n'était pas un groupe de défense des chômeurs, mais un groupe, comme tant d'autres, permettant d'attaquer la main-d'œuvre étrangère. Alors j'ai dit tout à l'heure qu'on avait recruté de la main-d'œuvre étrangère. Il faut savoir qu'un des fondateurs de la Synarchie, qui était également le président du comité des houillères, j'ai parlé du comité des forges, il faut parler aussi du comité des houillères, qui s'appelle Henri de Peyrimhoff et qui, comme tous ses petits camarades d'ailleurs, était Action française, que donc Peyrimhoff s'était fait offrir par le contribuable français une très 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 rentable société d'immigration au début des années 1920 pour recruter en masse des mineurs polonais anciens paysans que l'État français, avec les hurlements de la presse dont je viens de vous parler, a expulsé à partir de 1931, encore plus à partir de 1934, et que là encore, la CGTU et le Parti communiste ont été les seuls à défendre. Il faut avoir en tête, par exemple, que les seuls futurs élus, ou les seuls élus lorrains qui ne fussent pas les bénéficiaires des fonds du patronat ont été des membres du Parti communiste, en particulier d'origine italienne, qui étaient venus eux aussi augmenter les effectifs de sidérurgistes dans la Moselle des Vindelles. Voilà pourquoi il faut insister beaucoup sur cette chasse aux étrangers, et je vous demande de regarder avec attention la situation de la guerre aux étrangers de 1938. Je suis toujours dans une ère républicaine. Mon éditeur m'a demandé de faire Dominique à Vichy pour répondre à la grande clameur de mes collègues qui, depuis des décennies, expliquaient que, certes, Daladier était très anticommuniste, président du Conseil entre 1938 et 1940, mais que s'il était anticommuniste, c'est parce que c'était un vrai patriote qui avait pourchassé les communistes pour leur trahison de la patrie à partir du 23 août 1939. Les archives ne rendent pas le même son, et donc il faut savoir que c'est sous Daladier, à la fin du Front populaire, quand c'est toujours la majorité de Front populaire, hein, étroite, enfin, bon, mais qui n'est plus une majorité de Front populaire, puisque Daladier, après une petite période gauchiste, retourne là où il était dans la période antérieure. Hein. Je vous signale qu'en 1933, l'homme du comité des forges et ambassadeur à Berlin, qui s'appelle André-François Poncet, dont un de mes collègues a fait récemment un lanceur d'alerte contre Hitler,
je me propose de faire un article à cet égard pour montrer quel lanceur d'alerte André-François Poncet a été. Donc André-François Poncet annonçait à Hitler et à von Neurath, son ministre des Affaires étrangères, fin 1933, qu'on envisageait une solution très autoritaire en France, avec, par exemple, M. Daladier. Après, il était de gauche en 1936, mais il n'était pas plus de gauche en 1938. Et c'est ainsi que, quand il est revenu officiellement aux affaires, sachant qu'il était ministre de la guerre depuis 1933, quand il est revenu plus clairement aux affaires, comme président du Conseil, alors complice de premier plan de la solution fasciste de Vichy, je démontre. Il a présidé à une série de décrets dont la responsabilité a été prise par le radical Albert Sarraut. Donc je vous demande de prendre connaissance parce que c'est une pluie de décrets qui n'a rien à envier à ceux qui nous inondent depuis un certain nombre d'années. Depuis, disons, entre Chirac et surtout Sarkozy et ses successeurs, puisque ça n'a pas cessé. Alors, vous savez que nous avons récemment vu une série de mesures contre les étrangers complètement exorbitantes du droit. Eh bien, écoutez, c'est la même chose que la pluie de décrets de mai à novembre 1938. Réduction de déplacement des travailleurs immigrés, renforcement du contrôle sanitaire aux frontières. En novembre, alors là, en novembre, j'en ai oublié depuis mai, mais en novembre, vous allez voir des mesures actuelles éclairées. Un permis de séjour de plus d'1 an pour pouvoir contracter mariage en France, l'interdiction de voter pendant 5 ans après avoir obtenu un décret de naturalisation, autorisation, ça va jusqu'en avril 1939, autorisation préalable pour créer des associations étrangères, enfin voilà. Voilà qui nous mène directement à Vichy, en toute connaissance de cause des républicains de gouvernement, qui n'ont pas seulement manqué de courage, qui ont accompagné le mouvement le mouvement double qui va des préparatifs de la défaite aux préparatifs associés du renversement de la République. Voilà pour que nous puissions peut-être dire, alors, avant de terminer, il faut quand même que je vous dise qu'on était parvenu dans les années 1930, en pleine connaissance de cause des républicains, et même des républicains de gouvernement, et même des autres, qui criaient indûment tous les jours, notamment dans l'Humanité, à l'avance du fascisme et à la passivité considérable des dirigeants républicains face à ces projets fascistes qui étaient quasiment ouverts. Il faut préciser qu'on était, depuis l'été 1934, de la solution Gastounet, de Gaston Doumergue, on était parvenu à la solution définitive qui a triomphé à la faveur de la défaite organisée de la France, c'est-à-dire que dès l'été 1934, 2 ministres de Doumergue, le ministre des colonies Pierre Laval et le ministre de la guerre Philippe Pétain, qui s'était activement employé plus que ses prédécesseurs, ou autant que ses prédécesseurs, à bloquer les crédits militaires nécessaires pour assurer la défense de la France, que ces 2 personnalités avaient été choisies par la Synarchie
pour incarner la solution idéale lorsque les meilleures conditions seraient réunies. C'est, vous le savez, la solution qui a été adoptée officiellement à partir du 10 juillet 1940 à la faveur de la débâcle. Je vais laisser, pour ne pas occuper trop de temps, et peut-être justement ouvrir sur la période plus contemporaine, je vais abandonner là, non sans vous citer quelque chose que vous ne trouverez pas partout. Vous le trouverez dans quoi j'ai raconté ça, dans la non-épuration, je crois, et même je suis sûre. Le préfet de police, Amédée Bussière, qui a à son actif quelques dizaines de milliers de morts de la répression parisienne, et qui attribue des cartons blancs à ces sbires des brigades spéciales, vous le savez, qui étaient les spécialistes de la torture, de l'exécution des militants communistes, avant éventuellement, s'ils n'étaient pas tout à fait morts, de les livrer aux bourreaux occupants. Donc Amédée Bussière, préfet de police de 1942 à 1944, distribue des cartes d'identité en blanc et des primes énormes à ces sbires des brigades spéciales et leur dit la chose suivante. Je vous cite. Voilà, 3 mois de solde et une carte d'identité en blanc. Foutez-moi le camp, disparaissez et ayez confiance. Avant un mois, on aura besoin de vous pour mettre les communistes à la raison. Bonne chance. Il a quand même fallu 3 ans. Mais, comme vous le savez, c'est-à-dire la répression, voilà, revenue à son maximum dans les grèves de novembre 1947, mais vous voyez bien que non-épuration aidant, et ce fut le cas de Bussière, qui en 1946 a été condamné d'ailleurs à la prison à vie ou à la peine capitale. Enfin, ça n'a pas été exécuté, mais je pense que vous n'en doutez pas. Et vous comprenez comment, dans ces conditions de maintien complet du statu quo après la Deuxième Guerre mondiale, maintien du statu quo qui a caractérisé toute la zone d'influence américaine de l'époque, bon, maintenant elle est plus large, vous comprenez bien pourquoi les mêmes causes de crise ont produit les mêmes effets et pourquoi il ne suffit pas de crier comme un cabri, comme disait De Gaulle pour l'Europe, l'extrême droite, non. Il est plus raisonnable d'expliquer pourquoi l'extrême droite a gagné à nouveau ses galons pour occuper les affaires qu'elle ne gère pas d'ailleurs, puisqu'elles sont directement gérées par le capital financier décrit plus haut.